Ok, bienvenue à tous, c'est sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement et mentalement grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui on va avoir un épisode foire aux questions, un FAQ. Donc on va parler de sport, de nutrition, de santé, on va parler de pas mal de choses. Il faut savoir que la FAQ, donc c'est la deuxième que je fais. En vrai de vrai, ça fait longtemps que j'aurais dû la faire. Puisque en fait j'ai des questions qui se sont accumulées sur Spotify. Puisqu'en fait, chaque semaine, je te pose une question de la semaine relative à l'épisode de la semaine, voilà, sur le même thème. Et du coup, vous avez été nombreux et nombreuses à m'écrire, à me poser des questions dans cet onglet. Le seul problème, c'est que chez Spotify, on ne peut pas répondre directement. Je n'ai pas d'espace commentaire pour te répondre directement à une question que tu me poses dans cet onglet questions-réponses. Donc, sache que je lis toutes les questions, puisque de toute façon, si ta question est publiée, c'est forcément que je l'ai approuvée au préalable, puisqu'il y a une sécurité chez Spotify qui permet de ne pas spammer en fait les créateurs de contenu. Donc je dois systématiquement approuver tes questions pour qu'elles soient publiées sur la plateforme. Donc si ta question est publiée, c'est forcément que je l'ai lue. Donc pas de souci par rapport à ça, je lis toutes les questions. Et là, ça commençait à s'accumuler. En fait, j'avais beaucoup de questions relatives au sport, à la nutrition, etc. Et donc, je me suis dit que je vais aller faire une foire aux questions, une FAQ, cette semaine. Donc, la dernière FAQ que j'ai faite, c'était remonte à 2-3 ans, parce que ça fait quand même longtemps que je fais des podcasts, comme tu as pu le voir à la quantité de podcasts qu'il peut avoir sur mon émission. Donc voilà, je pense que la prochaine fois, je ne me laisserai pas autant déborder. Je pense refaire s'il y a beaucoup de questions, encore une fois, une foire aux questions dans 2 mois à peu près. Donc voilà, donc n'hésite pas, si tu as une question sur le sport, sur la nutrition et que tu vas avoir mon avis sur le sujet, tout simplement à me la poser sur l'espace commentaires de Spotify, donc dans l'espace questions-réponses. Normalement, tu as un petit espace où tu peux échanger sur mon émission. Donc, comment ça va se passer ? Parce que là, j'ai sélectionné pas mal de questions. Comme je te dis, j'ai plus d'une centaine de questions de retard, donc je n'ai pas sélectionné 100, ça serait beaucoup trop long. J'ai sélectionné les questions auxquelles je n'ai pas forcément répondu dans mon podcast, ou alors que j'ai pas été assez dans le détail. Donc si ça t'intéresse, si tu as une question précise qui t'intéresse, tu peux te référer au chapitrage de l'épisode pour voir, j'ai essayé de faire des chapitres pour que tu puisses naviguer dans la foire aux questions. Si tu as vraiment une question précise qui t'intéresse. Sinon, si tu es intéressé et curieux de manière globale sur le sport et la nutrition, tu peux tout écouter mon épisode. Mais sinon, voilà, tu peux picorer si ça t'intéresse d'avoir vraiment une réponse à une question précise. Donc, je ne vais pas faire plus long sur le sujet. Je vais tout de suite m'attarder à la première question. Donc, ça va être un peu un épisode en vrac. Je vais vraiment switcher entre différents thèmes. On a tout d'abord la première question. Merci pour ce podcast. Pourquoi une montre connectée, s'il vous plaît ? Est-ce qu'un smartphone, ça peut suffire ? Donc, c'est une question de Nat. Donc, merci Nat pour ta question. Donc, je te remets un peu dans le contexte. C'était un épisode sur le running où j'explique justement que la montre connectée, c'est un accessoire vraiment indispensable pour ceux qui veulent pratiquer le running. Donc, pourquoi une montre connectée et pas juste un smartphone ? En fait, c'est tout simple. C'est qu'une montre connectée va prendre plusieurs paramètres que tu as forcément besoin pendant que tu es en train de courir. Tu as tout d'abord l'allure en instantané. Donc, c'est vraiment pas du tout pratique de regarder ton téléphone et regarder l'allure que tu es en train de courir pendant que tu cours. D'avoir une montre au poignet, c'est quand même bien mieux. Et c'est aussi bien plus fiable, puisqu'en fait, le GPS qui est à l'intérieur d'une montre connectée est fait pour le running. Donc en fait, ça va mesurer vraiment précisément ton allure en instantané. Chose que en fait pour le smartphone, le GPS est beaucoup plus grossier, et puisque en fait c'est un GPS de voiture. Donc forcément, on peut aller à 130 km/h en voiture, là où en running, le GPS est beaucoup plus précis, puisque en fait tu vas jongler entre 5 km/h et 20 km/h pour les meilleurs. Et ça, le GPS de ton smartphone n'est pas assez précis pour faire ça. Voilà, il se base sur des choses beaucoup plus grossières. Enfin, je ne vais pas te rentrer dans le détail puisque je connais très bien la technologie des montres connectées et comment ça fonctionne. Mais en gros, on prend plusieurs points dans une montre connectée pour faire une moyenne de tout ça, pour avoir vraiment une allure très très précise. Là où le GPS de voiture, vraiment, on va prendre une donnée par seconde ou par demi-seconde. Donc voilà, c'est pas très très précis. Donc c'est pour ça que la montre connectée, c'est largement supérieur
au niveau du running par rapport à un smartphone. La chose qui est pas mal quand même avec le smartphone, c'est que voilà, si tu as fait un parcours de 10 km, en fait, ça va te donner ton allure globale. Enfin, c'est une moyenne, hein, donc c'est très facile à faire. Sur le smartphone, c'est un calcul qui est assez facile. Donc voilà, pour tracer tes parcours, pour voir combien de temps tu as mis sur un parcours, le smartphone peut suffire. Mais là où si tu veux progresser, la montre connectée est vraiment indispensable. D'autant plus que ça te prend aussi en compte ton cardio, chose que le smartphone ne fait pas, hein, puisque tu n'as pas de moyen de capter le cardio. Et même s'il y a un moyen de capter le cardio via l'empreinte digitale, via des trucs comme ça, maintenant il y a des petits systèmes comme ça, en fait tu vas pas pouvoir l'avoir en instantané encore une fois pendant ta sortie running. Donc c'est pour toutes ces raisons que c'est largement supérieur d'avoir une montre connectée. Maintenant une montre connectée, par exemple chez Garmin, hein, je suis pas sponsor Garmin, mais c'est une très très bonne marque de running, tu peux avoir une entrée de gamme pour 120 € à peu près. Donc ça reste abordable. Il y a quelques années c'était vraiment hors de prix, c'était vraiment 300-400 € pour avoir un truc correct. Maintenant pour autour de 100 €, tu peux vraiment avoir quelque chose qui conviendra à la plupart des débutants. Donc voilà, pour ceux qui veulent vraiment le smartphone c'est leur première sortie running parce qu'ils sont pas sûrs que ça leur plaise, etc., je peux te conseiller quand même une application, la meilleure selon moi, qui est Adidas Running. Encore une fois, je ne suis pas sponsor par Adidas, je suis sponsor par aucune des applications, etc., que je vais te mentionner dans cet épisode. Mais Adidas Running, c'est vraiment une bonne application sur smartphone, qui, comme je l'ai dit, ça va pas être top en allure instantanée, ça va pas être top en cardio parce que ça le prend pas en compte. Par contre, c'est quand même relativement intuitif. Tu auras ton allure à chaque kilomètre. Tu peux le mettre dans tes écouteurs, par exemple, pour que à chaque kilomètre, la petite dame te dise tu as couru à telle allure ce kilomètre et le kilomètre suivant, etc. etc. Donc c'est quand même pas mal. Le récap est bien fichu. Donc je peux te conseiller ça quand même si tu cours avec un smartphone. Deuxième question de Joël Florenceau. Peut-on remplacer le running par du rameur? S'élance de William Lane, par exemple. Je suis pas prêt pour le running, j'habite à Bordeaux Centre. Alors, déjà, le fait que tu habites à Bordeaux Centre, c'est pas forcément quelque chose de rédhibitoire, hein. On peut largement courir en ville. En plus, je connais mal la ville de Bordeaux, mais je suis sûr qu'il y a des parcs. Même en ville, tu peux aussi courir, même si c'est pas idéal, on est d'accord, de courir sur des trottoirs à côté des voitures et tout. Mais je suis sûr qu'il y a au moins des parcs à Bordeaux. Il y a toujours moyen de se débrouiller, hein, même pour les habitants en ville, hein. Force à tous les Parisiens, hein, qui courent en plein Paris avec beaucoup de voitures, beaucoup de trafic, etc. Et voilà, ils sont nombreux à Paris à courir. Donc à Bordeaux, ça ne devrait pas poser non plus un problème, sachant que c'est une ville plus petite, donc avec quand même moins de voitures, etc. Donc le running versus autre sport cardio, en fait, le principal avantage du running, c'est la dépense calorique que tu peux faire sur tes sorties. C'est-à-dire qu'en 1 heure de running, tu crames à peu près, ça dépend des allures, ça dépend de pas mal de choses, mais tu crames à peu près 900 calories par heure. Donc c'est vraiment beaucoup. Là où par exemple sur du rameur, qui est déjà un sport relativement exigeant, on est à 600 calories par heure. Donc tu vois que en fait, tu as une relation... T'as un tiers de calories dépensées en moins par heure. Donc si ton objectif c'est vraiment de te transformer physiquement, de perdre du poids, de gagner aussi en cardio, le running, il n'y a pas photo, c'est le meilleur sport. De toute façon, le running c'est le meilleur sport vraiment en termes de rentabilité temps. Donc il y a des sports qui ne sont pas très pratiqués qui sont meilleurs là-dedans, mais disons que dans les sports les plus simples, le running c'est vraiment celui avec la dépense la plus élevée. Donc si ton objectif c'est vraiment de cramer des calories, de faire du cardio pour cramer des calories, le running c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Après le rameur c'est bien, puisqu'il y a aussi une dimension renfort avec le rameur, puisqu'on est en train de tirer la rame, hein, donc il y a quand même une petite dimension renfort, mais en termes de si tu veux faire du renfort, je te conseille de faire du renfort pur, tu vois, d'avoir quelque chose d'hybride, ça peut être pertinent, mais vraiment si tu veux cramer des calories, le running c'est le meilleur sport, voilà. Et c'est pour ça que personne ne veut le faire, puisque c'est tellement exigeant que ça te fatigue vraiment énormément. Et du coup, forcément, tu n'as pas forcément envie de le faire, ce que je comprends totalement.
Donc voilà, si tu veux gagner, être efficace et te dire, bah voilà, en une demi-heure, qu'est-ce que je peux faire pour cramer un max de calories et essayer de perdre du poids, bah fais du running, voilà, même à allure faible, en enchaînant peut-être de la marche rapide avec du footing léger, ça sera toujours plus efficace que la même chose en rameur ou la même chose en cours collectif ou la même chose, voilà, t'as compris l'idée. Alors, autre question de Lily sur la course à pied. Bonjour, quelle serait une bonne alternative à la course à pied en cas de problème au genou? Merci par avance, bravo pour vos podcasts toujours très complets et motivants. Donc merci à toi Lily du soutien et la question. Alors pour les problèmes au genou, alors faut savoir que les problèmes de genou, alors il y a pas mal d'études qui le démontrent, c'est quelque chose qui disparaît avec le temps. Sur le running, effectivement, comme je te l'ai dit, le running c'est un sport qui est très exigeant, tant cardiovasculairement, tant énergétiquement parlant, que même au niveau tendineux et musculaire. Donc il se peut que quand tu commences à courir, si tu n'as pas un running progressif, donc si tu vas trop fort, trop vite, eh bien tu peux avoir des douleurs au niveau du genou. C'est des douleurs qui sont passagers. Alors je parle bien du genou parce que les chevilles c'est autre chose. Mais au niveau du genou, en fait il faut que tes cartilages se fassent un petit peu, s'adaptent à l'effort. Hein, donc c'est toujours le même principe, le corps humain est très bien fichu. C'est-à-dire que même chose que tu perds du poids, que tu prends du poids en gagnant en masse musculaire. Pour le running, c'est exactement la même chose. Il faut savoir que plus tu vas en demander à ton corps, plus ton corps va s'adapter à l'effort que tu lui fournis. C'est comme ça qu'on peut avoir des transformations physiques et c'est comme ça aussi qu'on peut faire des nouveaux sports. Donc, plus tu vas courir, plus tes cartilages au niveau du genou vont s'adapter, hein, ils vont se renforcer, moins tu vas avoir mal et au bout d'un moment, tu n'auras plus du tout mal au genou. Donc, sauf si tu as des problèmes au niveau des ménisques, hein, tu as des ménisques qui sont très usés, effectivement, ou des ligaments qui sont peut-être des ligaments qui sont cassés ou des choses comme ça, parce qu'on peut courir avec des ligaments, avec une rupture du ligament. Voilà, ça peut être un frein, mais en tous les cas, sache que ça se renforcera dans tous les cas. Donc, les problèmes de genoux, c'est pas forcément quelque chose qui peut t'empêcher de faire du running, sauf si, comme je t'ai dit, tu as vraiment un problème, une rupture du ligament ou un ménisque qui est fragilisé. Voilà. Il y a plein d'études qui le montrent que les problèmes de genoux sur un genou sain, c'est quelque chose pour les débutants. C'est quelque chose quand tu as plusieurs mois, plusieurs années de pratique qui disparaît au fil du temps. Donc à voir si tu as envie de justement, si tu aimes bien et si c'est important pour toi de courir, notamment dans ton objectif de perte de poids peut-être ou un truc comme ça, eh bien, si tu es capable d'encaisser un petit peu la gêne que tu peux avoir au niveau du genou pendant quelques mois, sache que quelques mois plus tard, tu n'auras plus mal. Donc, c'est pas quelque chose qui freine. Par contre, si vraiment tu as un problème, qu'est-ce que je peux te conseiller à la place du running pour faire du cardio du coup? Eh bien, moi, je te conseillerais de faire du HIIT, tout simplement. Voilà, le HIIT, c'est une bonne alternative, donc du High Intensity Interval Training, donc du renfort avec des exercices cardio avec des intervalles d'intensité différentes. Voilà, si je traduis en français. Donc tape HIIT sur internet et tu verras très bien ce que c'est. C'est une bonne alternative. En plus, ça se fait à la maison. Moi, j'essaie toujours de privilégier les choses simples à mettre en place. Plutôt que de te dire achète j'en sais rien, un rameur qui va te coûter hyper cher, etc. Voilà, le HIIT, même sans matériel, ça se fait et c'est une très bonne alternative. Voilà, donc ça peut être pas mal, même si le running c'est 1 milliard de fois mieux si ton objectif c'est de perdre du poids. Autre question de Thilo Camille qui m'a mis coucou, j'aimerais perdre 10 kilos dans les 3 prochains mois. Est-ce possible en faisant du sport tous les jours? Alors oui, c'est possible en faisant du sport tous les jours. C'est quelque chose qui serait peut-être le plus adéquat avec ton objectif, c'est-à-dire de perdre 10 kilos en 3 mois. Alors sache que déjà 10 kilos en 3 mois, c'est un bel objectif, mais c'est loin d'être irréalisable avec les bonnes méthodes. Alors je sais que pour ceux qui galèrent dans leur perte de poids, ça peut paraître un peu ambitieux, mais sache qu'avec les bonnes méthodes, moi avec mes clients en coaching, ça arrive fréquemment d'avoir ce type de transformation physique en 3 mois. Le truc, c'est que faire du sport tous les jours, c'est pas forcément un problème en soi. Ce qui est important, c'est de prendre en compte ta faculté de récupération. C'est-à-dire que si tu passes de débutant à je fais du sport tous les jours, on va passer de sédentaire plutôt à faire du sport tous les jours. Le gros problème qui va se passer, c'est que ton corps ne va pas pouvoir récupérer forcément de jour après jour. Ce qui fait que ça va petit à petit te fatiguer. Et le fait que tu sois fatigué sur quelques semaines, sur quelques mois, ça fait qu'en fait, tu vas toujours être sur tes réserves. Donc, toi, tu crois que tu vas être à 100% de tes capacités physiques et en fait, tu vas être à 80,
puis 79, puis 78, puis 77, puis 76, etc. Parce que ton corps ne va pas récupérer entre ces séances. Ce qui fait que, in fine, tu ne vas pas progresser dans ton sport. Puisque le meilleur moyen de perdre du poids, c'est de progresser. Si tu ne progresses pas jour après jour, donc si la séance précédente, tu fais la même chose ou moins bien que la séance suivante, eh bien, dans l'autre sens, ça sera mieux. En gros, voilà, tout simplement, chaque séance, il faut que tu fasses un peu mieux. Si tu n'es pas capable de faire un peu mieux à chaque séance, c'est soit ton plan d'entraînement qui est mal conçu, soit que tu n'as pas récupéré assez entre les séances. Donc, c'est le principal frein de passer de sédentaire à très sportif. Le truc, c'est que tu vas pas pouvoir progresser à chaque séance puisque ton corps n'est pas assez entraîné pour pouvoir récupérer rapidement. Voilà. Et en plus de ça, le meilleur moyen de parvenir à ces objectifs, c'est d'avoir de la régularité. Donc, ça veut dire que si tu te dis je perds 10 kilos en 3 mois, alors c'est très bien. En faisant du sport tous les jours, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui se passe après les 3 mois ? Je pense qu'il y a de fortes probabilités que déjà, si tu arrives à tenir 3 mois, tu sois complètement épuisé et que du coup, tu sois un peu en overdose de sport et que tu n'aies plus envie de faire ça parce que ça te bouffe trop de temps, trop d'énergie, trop de trucs. Donc, tu vas forcément, dans la majorité des cas, arrêter au bout de 3 mois. Et qu'est-ce qui va se passer ? Les 10 kilos que tu as perdus, tu vas les récupérer, au moins une partie. Surtout si tu arrêtes totalement le sport. Donc, tu vas peut-être tout récupérer. Donc, moi, mon idée, ça serait plus de voir un peu, peut-être pas faire tous les jours, peut-être de faire un peu plus espacé dans le temps, mais pouvoir tenir ça durant toute ta vie. Voilà, donc est-ce que 2-3 séances par semaine, c'est quelque chose que tu peux inclure durant toute ta vie ? C'est-à-dire que de t'entretenir un peu toute ta vie, tout le temps, toutes les semaines. Enfin, sauf exception, mais en tout cas, toutes les semaines, d'avoir des activités physiques, c'est ça qui va te donner des résultats. Avec une nutrition adaptée, ça va te donner des résultats sans aucun souci. Voilà, donc moi, je te conseillerais plus ça que de faire tous les jours, puisque pour les raisons que je t'ai dit, c'est pas forcément idéal. Alors, autre question de MJ, quelle application pour traquer les calories ? Meilleure application pour traquer les calories, MyFitnessPal. Ok, donc c'est disponible sur Android, sur iOS, donc sur Apple. C'est la meilleure application, je pense, selon moi. C'est gratuit. Enfin, en tout cas, tu as beaucoup d'options gratuites qui sont suffisantes. Donc, MyFitnessPal, c'est une très bonne application, bien fichue, pour traquer ses calories. Je vais pas m'étendre plus longtemps sur le sujet, parce que le fait de traquer ses calories, c'est très bien. Surtout si tu as jamais fait ça dans ta vie, je te conseille vraiment de traquer tes calories pour voir, en fait, te rendre compte qu'il y a certains aliments que peut-être que tu manges au quotidien qui sont néfastes pour tes objectifs. Donc, je te conseille de traquer tes calories via l'application MyFitnessPal. Autre question de Timothée. Bonjour, j'ai une question. Les graines de tournesol, ça contient aussi des oméga 9. Bon, c'est pas très bien dit la question, mais je comprends l'idée de ta question. C'était un épisode sur les omégas. Alors, il faut savoir que les omégas, tout est une question de ratio. En fait, il ne faut pas se dire « Ah là, il y a un peu d'oméga 9 dans, par exemple, l'huile de tournesol, donc c'est bon pour la santé, puisque les graines les oméga 9, on en a quand même besoin, etc. Donc là, vu qu'il y en a dans tel produit, eh bien, je vais prendre tel produit. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça, malheureusement, et on se fait vraiment avoir par le marketing autour des choses riches en gras. Puisqu'en fait, il y a forcément des oméga 3, des oméga 6 et des oméga 9. Et le problème, c'est que c'est une question de ratio. Donc, c'est un aliment, s'il contient, je vais te donner des valeurs qui ont aucun sens, mais c'est vraiment pour t'illustrer le truc. Si tu manges, par exemple, 10 oméga 6 pour 1 oméga 3, le fait qu'il y ait un oméga 3 et que ça soit bon pour ta santé, les oméga 3, en fait, ça ne va pas avoir d'impact puisque à côté, tu auras mangé 10 oméga 6. Nous, ce qu'on essaye de rechercher pour rééquilibrer la balance des omégas, c'est d'avoir des choses qui contiennent 10 oméga 3 pour 1 oméga 6. Comme ça, tu vas pouvoir rééquilibrer la balance. Voilà. Donc, il ne faut pas prendre en compte les omégas comme des valeurs absolues. C'est des valeurs qui sont relatives. C'est combien dans un aliment il y a d'oméga 3 versus d'oméga 6. Puisque les oméga 6, on évite d'en prendre, puisqu'on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans notre alimentation. Donc, on essaye de chercher des aliments qui en contiennent peu et qui en contiennent beaucoup d'oméga 3 ou même beaucoup d'oméga 9. Voilà. Disons que le rapport, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de notions en nutrition et en oméga, en fait, le rapport, c'est que dans l'humain moyen mange beaucoup d'oméga 6, moyennement d'oméga 9 et très peu d'oméga 3. Et donc,
dans l'idée, on aimerait d'avoir un rapport qui soit un peu moins équilibré, c'est-à-dire qu'on mange pas autant, mais je vais te le schématiser comme ça, autant d'oméga 9 que d'oméga 6 que d'oméga 3. Voilà, donc l'idée, c'est de trouver ça. Et dans l'huile de tournesol, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'oméga 9, d'oméga 6, un peu d'oméga 9 et presque pas d'oméga 3. Le rapport, c'est 30% d'oméga 9, 70% d'oméga 6 et moins d'1% d'oméga 3. Donc tu vois que si tu manges des graines de tournesol ou de l'huile de tournesol pour rééquilibrer ta balance oméga 3, ça va pas fonctionner puisqu'en fait tu vas manger 100 fois plus, enfin 70 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Donc ça va pas marcher. Donc il faut se diriger vers d'autres sources pour avoir justement, pour rééquilibrer la balance des oméga, pour avoir presque autant d'oméga 3, d'oméga 6 que d'oméga 9, même si c'est impossible puisqu'il y aura toujours un déséquilibre puisque c'est vraiment trop rare d'avoir des oméga 3. Alors j'ai une question de Grégory Leschien qui me met top épisode comme toujours, j'aime beaucoup. Question sur les fruits, quel est le meilleur moyen de les consommer? Est-ce que c'est mieux à jeun avant un repas, à la fin d'un repas ou séparément? Merci. Alors merci à toi pour ta question. Pour les fruits, il y a beaucoup d'études qui disent qu'il faut les prendre en dehors des repas, d'autres qui disent que ça n'a pas d'impact, d'autres qui disent que voilà, il y a beaucoup, comme tu l'as vu, d'études contradictoires, hein. C'est le principe des études, c'est de poser des questions, de voir les résultats, et du coup en fonction de la question que tu poses, des fois les résultats sont pas aussi clairs que ce qu'on veut bien nous le faire croire. Donc attention à ceux qui vous montrent une étude pour te dire voilà, l'étude dit ça, donc c'est vrai. Le truc c'est que voilà, comme je te dis, il y a des études contradictoires, donc quand c'est comme ça, en attendant qu'il y ait un consensus scientifique, donc c'est-à-dire que vraiment tous les scientifiques te disent bah faut absolument faire ça et si tu fais pas ça c'est vraiment délétère pour ta santé, chose que je ne crois pas pour un sujet aussi ridicule que les fruits. Moi ce que je te dis c'est de le prendre quand ça t'arrange, ok? Si t'aimes bien prendre des fruits en collation et que t'aimes pas prendre des fruits après un repas, bah fais ça si t'en as envie. Si justement t'aimes bien prendre tes fruits après un repas, bah prends tes fruits après un repas. Si t'aimes bien prendre des fruits avant un repas, bon même si c'est un peu bizarre, bah fais-le quand même. Essaye pas vraiment d'optimiser tout. Faut quand même que la nutrition ça reste quelque chose de pratique. Bien sûr qu'on peut optimiser certaines choses, mais si vraiment pour toi ça te procure du plaisir de manger des fruits à la fin d'un repas et que tu as vu une étude qui disait qu'il fallait pas le faire, franchement je te conseille de pas écouter l'étude et de te fier un petit peu à tes envies pour garder du plaisir au niveau de l'alimentation, parce que le meilleur moyen de développer des TCA ou des problèmes comme ça, c'est de commencer à tout traquer, tout optimiser, même s'il y a des choses que tu vas pouvoir optimiser, il faut pas non plus tout faire comme ça, il faut garder une notion de plaisir. Donc j'ai envie de te dire, pour les fruits, on s'en fout. Autre question de Alexandra Lazare qui me met bonjour, comment courir une préparation au marathon? Est-ce qu'on doit avoir une période un peu plus light en sachant qu'on commence une grosse prépa dans quelques mois? Alors, je suis en plein dedans puisque je cours le marathon de Paris le 7 avril, donc ça va se rapprocher. Je te ferai certainement un épisode dédié à ça pour mon retour d'expérience sur le marathon de Paris. Je suis déjà assez stressé de finir mon premier marathon. Bon, le finir, c'est pas forcément un problème, mais de le faire dans un temps correct, ça me stresse déjà assez. Donc, comment on fait pour courir un marathon, faire une prépa marathon? Alors, en fait, en sciences du sport, ce qu'on essaye de faire pour une prépa marathon, donc qui est très intense, hein, crois-moi, c'est vraiment très très intense. De toute façon, tu dois être dedans aussi, j'imagine. Ce qu'on essaye de faire, c'est que pour tenir durant la durée, on essaye de faire des semaines de charge et de décharge. Donc, avant ta prépa, l'idée, c'est d'arriver dans une bonne forme, hein. Donc, l'idée, c'est de pas d'arriver cramé, de pas arriver en sous-entraînement, d'arriver juste avec un rythme régulier. C'est assez difficile en termes de kilomètres par semaine de te dire, parce que ça dépend vraiment de ton niveau. Mais si c'est ton premier marathon, par exemple comme moi, il faut au moins que tu arrives en bonne forme, c'est-à-dire de courir au moins 20 km dans ta semaine, hein. Pour moi, c'est le minimum pour te dire que quand tu vas augmenter à 40, 50, 60 km par semaine durant ta prépa, ton corps va pouvoir encaisser le choc. Même si tu vas le faire de manière progressive, il faut au moins être entre 20 et 30, tu vois, avant la prépa. Et après, pendant la prépa, ce que tu vas essayer de faire, moi, ce que j'ai fait là pour ma prépa marathon, ça marche assez bien, même si je suis complètement crevé tout le temps. C'est justement de faire 3 semaines où tu vas charger, hein, tu vas essayer de vraiment progresser pendant 3 semaines, et 1 semaine où tu vas décharger pour récupérer un peu d'influx nerveux, récupérer un peu d'énergie
retrouver un peu de plaisir aussi à courir, où tu vas décharger un peu voilà, ton volume d'entraînement. Donc 3 semaines de charge, 1 semaine de décharge, 3 semaines de charge où par exemple moi j'ai pu m'envoyer entre 50 et 60 km par semaine pendant 3 semaines, et après 1 semaine de décharge où je m'envoyais entre 25 et 35, voire on va dire entre 25 et 35 km par semaine. Voilà. Donc, ce qui pour moi, dans une prépa marathon, est plutôt facile. Après, ça a calé par rapport à ton niveau. Si tu as un gros niveau, peut-être que 60 km par semaine, comme je fais, ça va peut-être pas être beaucoup pour toi. Si tu as un niveau un peu plus en dessous, ça va paraître peut-être beaucoup. Donc, ça a adapté, hein, bien sûr. En tout cas, je te conseille jamais de faire moins de ta distance par semaine, dans les semaines de charge. Donc, moins de 42,195. Mais après, tu t'organises un petit peu comme tu veux. Voilà. La limite, c'est quand même la limite du marathon, la limite de distance du marathon que tu dois courir par semaine durant tes semaines de charge, et après les semaines de décharge tu peux faire moins. Voilà pour mon conseil. Vraiment, je te dégrossis le truc un max. J'espère que tu pourras picorer ce qui t'intéresse en fonction de ton niveau. J'ai une autre question de Grégory le chien qui me met as-tu adapté ta nutrition depuis 4 mois et notamment avant tes matchs de tennis? Voilà. Alors oui, j'ai adapté ma nutrition depuis que je fais des entraînements hybrides. Donc comme je te dis, je fais beaucoup de choses dans ma semaine. En termes de sport, je fais donc prépa marathon en ce moment. Bon, ça va se terminer le 7 avril. J'en ai un peu marre quand même là de courir beaucoup. Mais je fais dans ma semaine, en fait, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc beaucoup de running, du renforcement musculaire. Alors j'ai réduit vraiment beaucoup, hein. Je fais maintenant des entraînements très très courts, vraiment des entraînements flash de 20 minutes où je me donne à fond pendant 20 minutes, mais je fais pas comme avant où je faisais 45 minutes voilà, de séance à fond. Là j'ai plus d'énergie pour ça, donc je fais 20 minutes, voilà, très régulièrement, pas tous les jours mais pas loin. Et en plus je fais du tennis, donc avec 2 entraînements par semaine plus des matchs le week-end, donc ça commence à faire beaucoup. Ça fait que souvent, en fait, j'ai 2 entraînements par jour. Donc, comment je fais par rapport à avant où je faisais vraiment que de la muscu ou du renfo, etc. Et un petit peu de running comme ça pour m'entretenir, mais vraiment pas avec un gros rythme. Du coup, ce que j'ai changé, c'est qu'en fait, j'ai telle dépense calorique que j'essaie toujours de garder un bon rapport de protéines. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai gardé puisque ça fait des années, en fait, que je mange beaucoup de protéines. Donc, c'est pas quelque chose qui est difficile pour moi. Et le seul truc que j'ai modifié, c'est qu'avant, je mangeais beaucoup moins de glucides pour justement rester sec toute l'année, avoir des abdominaux un peu toute l'année, etc. Là, maintenant, alors j'ai toujours des abdominaux toute l'année, hein. Bon, ça fait un peu vantard dit comme ça, mais bon, étant donné le nombre de sports que je m'envoie par semaine, c'est un peu normal aussi. Et le truc, c'est que par contre, le truc, c'est que j'ai adapté ma quantité de glucides. C'est que j'ai une telle dépense calorique que moi j'ai adapté. Et ce que j'ai principalement augmenté, c'est pas manger plus de légumes, c'est pas manger plus de protéines, pas manger plus de graisse, c'est surtout, enfin plus de graisse un petit peu, mais c'est plus, on va dire, un effet secondaire de faire beaucoup de sport. On se dirige plus vers les choses grasses. Voilà, je pense que c'est un réflexe aussi humain. Et par contre, j'essaie vraiment essayer de me forcer à manger des glucides, manger beaucoup de riz, des choses comme ça, tu vois, pour vraiment de sucre, même pendant les entraînements, voilà, d'inclure des collations dans mes entraînements, donc des choses très très sucrées qui vont me redonner de l'énergie, parce que j'ai plus d'énergie en fait pendant mes entraînements, j'ai des baisses de fatigue, des baisses de performance, voilà, donc j'ai vraiment mangé beaucoup plus de glucides là ces derniers 6 mois à peu près. Et du coup, voilà, je me force à manger des glucides, puisqu'en fait, si je me force pas à manger des glucides, ce que je me suis rendu compte, c'est que le lendemain, en fait, j'étais KO, j'avais plus d'énergie, j'étais pas content de mes séances, donc ça passe par en fait manger vraiment, se forcer à manger. Alors pour les gens qui ont du poids à perdre, ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais pour des métabolismes comme moi qui sont très rapides et qui font beaucoup de sport, je dois me forcer à manger pour avoir beaucoup de calories et pour justement entretenir mon niveau d'énergie. Hein. De toute façon, la masse musculaire, j'en ai perdu plein avec le marathon, mais c'est surtout pour entretenir le niveau d'énergie. Et du coup, voilà, c'est quand même quelque chose que j'ai essayé de maintenir. Donc, le fait de manger beaucoup de glucides. Donc, si toi, tu es dans un cas où tu dois vraiment, tu as une grosse dépense calorique, etc., il faut vraiment te forcer à manger. Si tu vois que ton poids commence à baisser, il faut te forcer à manger pour manger de plus en plus et garder un bon niveau d'énergie. Voilà, bon conseil. Autre question de Lina. Salut, merci pour ces podcasts. J'ai pas compris la différence entre 45 minutes à allure marathon et la sortie longue. Est-ce que tu pourrais m'expliquer s'il te plaît? Merci à toi pour cette question Lina. La différence entre 45 minutes à allure marathon et sortie longue, c'est qu'en fait
quand tu prépares un marathon, 45 minutes à allure marathon, c'est pas très difficile. Ok, donc pour certaines personnes, ça pourrait s'apparenter à une sortie longue. Pour quelqu'un qui est marathonien, 45 minutes à allure marathon, c'est pas très difficile. Les sorties longues, le minimum d'une sortie longue en début de prépa, je pense que c'est autour de 1h20. Ok, 1h20, 1h30 pour un débutant. Donc, tu te rends compte que 45 minutes à allure marathon, c'est loin d'être suffisant, même pour un débutant, pour une sortie longue. Donc, c'est bien pour des séances par exemple, d'entraînement. Si tu fais, par exemple, une séance d'une heure avec une demi-heure d'allure marathon et une demi-heure à allure fondamentale. Mais le truc, c'est que 45 minutes d'allure marathon, c'est pas une sortie longue. Il faut que ça soit au moins 1h20, 1h30 pour être considéré pour une sortie longue pour un marathonien. Voilà, donc c'est ça la différence en fait, c'est que c'est pas assez long. Alors, j'ai une autre question qui me met: bonjour Médéric, j'ai entendu dire que lorsque qu'on courait, on prenait 7 fois son poids sur les genoux, est-ce que c'est vrai? Alors, est-ce que c'est vrai? Vraiment, la donnée de 7 fois son poids me paraît beaucoup. Mais ça pourrait être possible. Mais en tous les cas, en fait, on s'en fout un peu de combien les genoux prennent quand on court, puisqu'en fait, on a des cartilages qui nous permettent d'amortir les chocs via les ménisques et via aussi les ligaments et via les structures musculaires qui entourent le genou. Donc en fait, le genou est conçu pour courir. Je sais que c'est ancré vraiment dans notre psychologie de ouais, quand on court, ça fait mal au genou. Oui, ça fait mal au genou, c'est pour les débutants, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais le corps est conçu pour courir. Le corps, pendant des millions d'années, on a couru longtemps pour chasser des bêtes, pour chasser pour chasser des bêtes principalement. Hein. C'est comme ça qu'on chassait des bêtes, c'est-à-dire qu'on, dans la savane, avant les chasseurs-cueilleurs, il épuisait les proies, puisqu'en fait l'homme a une capacité d'endurance absolument phénoménale parmi les mammifères. Et c'est parmi les mammifères ceux qui ont la plus grande capacité d'endurance. Donc, notre corps, depuis des millions d'années, s'est adapté au fait de courir, marcher pour épuiser les proies. Et chose que maintenant, au XXIe siècle, on a un peu de mal à comprendre, puisqu'effectivement, on ne court plus pour chasser des bêtes. On va au Super U, au Leclerc, au machin, pour avoir ses protéines. Mais le truc, c'est que courir, c'est quelque chose qui est génétiquement ancré dans nos gènes, même si ça fait une redite, mais bref, voilà, dans nos gènes, on est vraiment fait pour courir, donc peut-être qu'on prend beaucoup de poids sur les genoux pendant qu'on court, mais nos structures musculaires, nos structures tendineuses et nos structures au niveau du cartilage sont faites pour absorber les chocs. Donc ce n'est pas un problème. On ne peut pas avoir des entorses parce qu'on court trop ou quoi. On peut avoir des fatigues, on peut avoir des cartilages qui, s'il n'y a pas assez de progressivité, eh bien les cartilages s'abîment, etc. Ça c'est possible. Donc c'est pour ça que, comme je dis, la course à pied ne commence pas par de la course à pied, ça commence par du fractionné où tu vas faire de la marche rapide et du fait de trottiner tranquillement. Et après, on va tout de suite transitionner vers le jogging au bout de quelques mois, puis du footing plus rapide au bout de quelques mois encore, pour enfin arriver sur les distances. Peut-être, si ça te fait plaisir de te dire je vais courir mon premier marathon, mon premier semi-marathon, et bien ça va arriver au bout de quelques mois, voire même quelques années d'entraînement. Voilà, donc la progressivité, c'est quelque chose qui est très important à respecter. On a le corps fait pour supporter des problèmes, enfin des impacts répétés pendant plusieurs heures au niveau des genoux, mais par contre, il faut l'entraîner. Il ne faut pas passer de rien à plusieurs dizaines de minutes à courir, parce que même une demi-heure, les gens se disent oui, quand même, une demi-heure de courir sans s'arrêter, c'est quelque chose qui est possible par tout le monde. Non, ça peut être trop pour certaines personnes, ça peut déclencher des douleurs aux genoux, là je suis d'accord. Par contre, c'est quelque chose que génétiquement tu es programmé à faire, donc ça veut dire que au bout de quelques mois d'entraînement, ta génétique va reprendre le dessus, ton corps va s'habituer à cet effort-là et tu vas pouvoir le faire facilement. Mais au début, ça peut être très, très compliqué. Donc c'est pour ça que voilà, encore une fois, je redis, mais les problèmes de genoux, c'est pas un problème. C'est la progressivité qui est le problème. En tout cas, le manque de progressivité.
Autre question de Grégory le chien. J'ai finalement passé beaucoup de questions de Grégory le chien. Donc, si toi aussi tu veux avoir mes réponses à tes questions, il faut que tu me mettes tes questions sur Spotify. Comme ça, durant la prochaine FAQ, je te répondrai. Donc, Grégory le chien qui me met... il faut pas s'étirer après le run. Je dis ça dans un podcast. Pourquoi il faut pas s'étirer? Alors, plus généralement, là, on va pas parler du running, on va parler de tous les sports. Ok. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un sport, quand on fait du sport? En fait, le sport, donc le mouvement, en biomécanique, si je le schématise, c'est une contraction d'un muscle et un relâchement ou un étirement d'un muscle. Ok. Pour choper un stylo, il y a certains muscles, donc devant toi, il y a certains muscles qui vont se contracter, d'autres qui vont se relâcher. Okay. Et quand tu fais du sport, tu vas avoir un muscle qui va se contracter, relâcher, contracter, relâcher, contracter, relâcher. Comme ça pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, en fonction du sport que tu fais. Le problème, c'est que le fait de contracter, relâcher un même muscle, parce que généralement, quand on fait du sport, on n'a pas un sport global, on n'a pas un sport qui contracte, relâche tous les muscles du corps. Donc, il y a certains muscles qui vont être sursollicités, d'autres sous-sollicités. Et les muscles qui vont être sursollicités, ils vont se contracter, relâcher comme ça pendant plusieurs dizaines de minutes au minimum. Et le truc, c'est que le fait de se contracter et relâcher, petit à petit, le muscle, il va avoir du mal à revenir dans sa longueur initiale. Okay. À force de se contracter, il va devenir de plus en plus petit. Alors, je schématise un maximum, c'est pas vraiment exact ce que je raconte, mais c'est pour que tu comprennes. Donc, il va devenir de plus en plus petit, ce muscle-là. Et du coup, il va être plus petit que sa longueur initiale puisqu'il va se recroqueviller sur lui-même. Si, après ton sport, tu lui demandes de s'étirer, donc d'avoir une longueur qui est plus grande que sa longueur initiale, ça va créer des déchirements au niveau des myofibrilles qui vont être trop intenses et qui vont te déclencher des trop grandes courbatures et qui vont vraiment accélérer les courbatures et ralentir la faculté de récupération dont on a parlé précédemment. Donc, le truc, c'est que si tu veux récupérer plus vite, il ne faut pas t'étirer tout de suite après le sport. Il faut attendre quelques heures que ton muscle redevienne dans sa forme normale. Parce que via le mécanisme de protection que je t'ai expliqué, il va se recroqueviller. Puis après, quand le corps aura compris que justement tu as fini ta séance de sport, il va se redétendre via le système parasympathique. Le corps va se redétendre et il sera plus en état de stress. Et une fois qu'il est plus en état de stress, là tu vas pouvoir t'étirer pour avoir les bienfaits des étirements. Voilà, donc c'est dans ce sens-là qu'on fait ça. Par contre, bien dissocier deux choses, c'est l'étirement de l'assouplissement. L'étirement, c'est se mettre dans une position pendant plusieurs dizaines de secondes pour gagner en souplesse. Ça, c'est un étirement. Assouplissement, c'est je mets dans mon muscle, j'essaye de lui redonner un peu de longueur pendant quelques secondes et je ne cherche pas à gagner en souplesse. Ça, c'est l'assouplissement. Donc, de faire des petits assouplissements où on étire le muscle 3-4 secondes après le sport, ça va absolument rien faire au niveau des dégâts musculaires et de ta faculté de récupération. Par contre, si après ton sport, tu te dis je vais bien étirer les ischios là parce que j'ai couru vraiment longtemps et je vais vraiment bien étirer les ischios, je vais me mettre 30 secondes dans une position où ça me fait vraiment mal, tu vois, derrière la cuisse. Non, ça, tu pourras le faire après ta séance de sport, mais pas juste après. Voilà, tu vas pouvoir le faire plusieurs heures après, mais pas juste après. Voilà pour la petite précision concernant les étirements. Autre question, donc j'ai pas le nom, désolé. Est-ce que le jus d'orange en tétrabrique, donc avec un carton qui emballe le jus d'orange, est-ce que ça garde les vitamines ou pas? En tout cas, merci pour tes podcasts. Donc merci à toi. Désolé, j'ai pas ton pseudo. Merci à toi en tout cas pour la question. Alors oui, pour reprendre un petit peu, je disais que les jus d'orange, c'était en fait dans le packaging qui te disent qu'il y a beaucoup de vitamines, etc., que c'est bon pour ta santé, limite. Et moi, ce que je disais, c'est que en réalité, il n'y a pas de vitamine dans le jus d'orange. Pourquoi? Parce que la vitamine C contenue dans le jus d'orange est hyper sensible à la lumière et à la chaleur. Okay, c'est pour ça que d'ailleurs, dans une orange, chose qui t'a pas échappé, il y a une peau qui est très épaisse. Pourquoi? Ça, c'est pas... encore une fois, c'est des millions d'années d'évolution des fruits et des choses comme ça. Et c'est qu'en fait, l'orange préserve ses vitamines via son écorce. À partir du moment où tu enlèves l'écorce, tu enlèves aussi la structure, le squelette de l'orange. Donc, c'est toute la pulpe, etc. On pourrait croire que ça sert à rien.
Mais en fait, c'est un peu un squelette, hein, mais de l'orange. Et tout ça, ça permet de préserver pour tous les animaux, hein, pas uniquement les humains, les valeurs nutritionnelles de l'orange. Okay, à partir du moment où tu enlèves l'écorce, où tu pulvérises le squelette, hein, donc la pulpe, via des mixeurs, etc., et que tu fais un jus d'orange, il n'y a plus rien qui préserve les minéraux. Donc, au moindre rayon, bon, j'abuse un peu, mais presque au moindre rayon de lumière, toutes les vitamines vont être détruites en l'espace de, je ne sais pas exactement, je l'ai vu dans des études, mais on va dire 3-4 minutes, tu n'as plus de vitamines dedans. Enfin, peut-être un peu plus, on va dire 10 minutes, tu n'as plus de vitamines dedans. Et du coup, toi, si tu manges ça, tu bois ça en l'occurrence, eh bien, en fait, tu crois que tu vas avoir des vitamines, mais les vitamines ont déjà été détruites par la lumière du soleil. C'est pour ça que c'est pas du tout la même chose de manger une orange qui a encore son squelette, hein, même si elle n'a pas son écorce, elle a encore son squelette, hein, parce que généralement, tu la manges par quartier. C'est pas du tout la même chose que de le manger en jus d'orange. En plus de ça, je vais rentrer encore un peu plus dans le détail, mais le squelette, hein, donc la pulpe, toutes les membranes qu'il y a pour les quartiers, etc., ça, c'est aussi rempli en fibres. À partir du moment où tu casses les fibres, tu accélères la digestion que ton corps va avoir de l'orange. Donc, en fait, ça devient presque du sucre pur, puisque tu n'as plus les fibres qui ralentissent, qui permettent d'avoir une diffusion un peu des calories. Donc, pour toutes ces raisons-là, de boire du jus d'orange, même en tétrabrique, c'est pas idéal, puisqu'en fait, le tétrabrique, alors certes, le carton pourrait être comparable un petit peu à la structure de l'écorce de l'orange, parce que ça laisse pas passer la lumière, etc., le carton. Alors déjà, ça laisse un petit peu passer la lumière, quand même, si c'est très 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 léger. Et en plus de ça, avant de le mettre en tétrabrique, il y a aussi un conditionnement qui a été fait. Donc dans l'usine, tu n'as pas forcément la certitude que le jus d'orange n'ait pas été exposé à la lumière, parce que je pense que ça passe par des circuits, etc. Même si c'est des circuits avec des canalisations, on va dire, un peu opaques, il y a forcément un moment où il y a eu un contact avec la lumière du jus vers la brique en carton, donc c'est pas idéal. Et en plus de ça, il faut savoir que ton jus d'orange, il n'est pas forcément conservé directement dans des frigos, etc. Il peut être soumis un peu à des écarts de température, à de la chaleur, etc. Et forcément, ça, la vitamine C, elle n'aime pas non plus. Donc, pour toutes ces raisons-là, peut-être que c'est un petit peu mieux le tétrabrique. J'en ai pas la certitude, je pourrais pas te dire, mais en tout cas, c'est pas idéal. Le seul moyen où que le jus d'orange est un peu bon pour la santé, c'est de le presser soi-même. Et encore, même dans ce cas-là, tu vas avoir quelques vitamines si tu le bois tout de suite, mais tu vas quand même avoir l'impact du fructose qui est comparable à un soda quand il n'y a pas de fibres. Donc, c'est pas forcément idéal. Et dernière question sur cet épisode de FAQ. Si je fais de la marche sur tapis en incliné à 4-5 km/h avec une pente à 10-12 pendant 40 minutes, est-ce que c'est du renfo ou du cardio? Alors, est-ce que c'est du renfo ou du cardio? Dans l'optique que tu arrives à faire 40 minutes un exercice, je vais prendre de façon plus globale. Quand tu arrives à faire 40 minutes un exercice sans prendre de temps de repos, eh bien, ce n'est pas considéré comme du renfo, puisque ça ne va pas renforcer trop tes muscles. Alors, ça va les renforcer sur de l'endurance, mais ça ne va pas les renforcer sur quelque chose qui va te faire gagner en force, en endurance de force, on va dire, pour les termes un peu techniques. Ça va être considéré du coup comme du cardio, puisqu'en fait, tu maintiens un effort pendant 45 minutes. Les efforts de renfo, il faut savoir que c'est des efforts qui sont quand même beaucoup plus explosifs, que tu vas pouvoir maintenir maximum 1 minute. Ok ? Grand maximum 1 minute, on va dire que tu es encore dans la force du renfo, et après, au-delà d'1 minute, tu es dans du cardio. Donc là, tu arrives à maintenir, même si c'est très difficile, tu vois, d'avoir une pente et de maintenir une vitesse pendant 40 minutes, même si c'est très difficile, tu le maintiens 40 minutes. Donc, tu vas être sur un hybride un peu entre endurance et renfo, mais tu vas être clairement dans la case renfo. Tu vas avoir un peu clairement dans la classe cardio par contre. Tu vas avoir un peu de renfo, mais ça va être majoritairement à 90% du cardio avec un peu de renfo. Voilà. Donc ça sera toujours peut-être un peu plus difficile musculairement parlant que si tu fais de la course en ligne droite, sans charge, sans pente, sans rien.
ok, mais ça va pas non plus être comparable au fait de soulever des poids, soulever le poids de ton corps, soulever des choses comme ça, tu vois. Donc ça va être considéré quand même comme du cardio. Voilà pour avoir ta petite réponse à ta question. Donc voilà, ça fait 45 minutes que je parle, hein, pour ceux qui ont écouté le podcast en entier. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les épisodes très longs, d'autres pas trop. En tout cas, je pense, dans tous les cas, tu pourras picorer un petit peu ce qui t'a plu, les questions qui sont plus intéressantes pour toi. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu. En ce qui concerne la prochaine FAQ, donc n'hésite pas à mettre des questions directement dans l'onglet questions-réponses de cet épisode-là. Comme ça, je pourrais les reprendre pour une prochaine FAQ. Dans tous les cas, j'irai picorer un peu les autres questions qu'il peut y avoir sur d'autres épisodes. Mais voilà, donc la prochaine FAQ, je la ferai peut-être dans 2 mois ou un truc comme ça. En tout cas, je me laisserai moins submerger que j'ai pu le faire par le passé. Vu que ça fait, comme je t'ai dit, plus de 2 ans que je n'ai pas fait de FAQ. Donc, n'hésite pas à poser des questions sur Spotify. Je lis tout. Et pour certaines questions les plus pertinentes, je répondrai directement dans un prochain épisode FAQ. Et dernière chose avant qu'on se quitte, pour ceux qui seraient intéressés par un coaching privé, un coaching perso, un coaching hyper perso, même à distance, j'ai des formules d'accompagnement qui vont être mises à jour dans les prochaines semaines. Mais je prépare un truc assez sympa pour les prochaines semaines. Mais en tous les cas, tu peux désormais prendre rendez-vous, réserver ton rendez-vous pour mon accompagnement personnalisé Metabolic Boost qui te permet de relancer ton métabolisme et perdre enfin les kilos qui te résistent. Mon accompagnement en 4 piliers. Qu'est-ce que c'est ces 4 piliers de mon accompagnement? C'est que je te fais tes séances sur mesure toutes les semaines pour vraiment perdre du poids de manière efficace, un rééquilibrage alimentaire sur mesure pour maximiser tes résultats et relancer ton métabolisme. Un accompagnement 7 jours sur 7 sur WhatsApp pour me poser des questions, pour que je te coach vraiment à distance avec des outils. Et en plus, tu as une garantie 30 jours satisfait ou remboursé. C'est-à-dire que si au bout de 30 jours, tu n'es pas satisfait, eh bien, je te rembourse sans poser de questions ce que tu as avancé dans ton coaching. Sauf qu'au bout de 30 jours, tu seras tellement satisfait, tu auras déjà perdu pas mal de poids alors que tu seras bloqué peut-être dans cette situation depuis des années. Et que là, en 30 jours, je te débloque le truc, forcément, tu n'auras pas envie de te faire rembourser. Mais en tout cas, sache que tu prends aucun risque. Si jamais ça ne te plaît pas, tu as une garantie 30 jours. Donc, si ça te dit, si tu as justement l'ambition de perdre du poids, peut-être d'avoir une shape cet été que tu n'as jamais eu auparavant, eh bien, prends rendez-vous en accompagnement personnalisé. C'est le moyen le plus rapide d'obtenir des résultats, c'est de se faire accompagner par des professionnels. Ça fait des années que je fais ça. Donc si tu es motivé par cet objectif, n'hésite pas à prendre rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, c'est très simple. Tu as un lien en description vers mes offres d'accompagnement personnalisé. Tu as une petite page qui t'explique un petit peu ce que je propose, à quel tarif, etc. Et tu peux prendre rendez-vous directement avec moi où on se pose pendant 30 minutes pour définir tes objectifs pour ces prochains mois. Et la meilleure stratégie pour y parvenir. Voilà, donc ça se passe en description. Quant à moi, c'était vraiment un plaisir de te faire cet épisode sur la FAQ. J'espère avoir répondu à toutes tes questions. Et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport Santé Nutrition. Soyez sportifs intelligents.